On s'attaque aujourd'hui à une question qui semble aussi vieille que les jeux vidéo eux-mêmes. Est-ce que les jeux violents nous transforment en personnes violentes? C'est le grand procès qu'on fait au gaming depuis plus de 30 ans. Une accusation qui refait surface à chaque fait divers un peu tragique. Et c'est un dossier qu'on pensait connaître. On en a déjà parlé sur notre blog chez Les Mordus, mais la science, elle ne s'arrête jamais. De nouvelles études, de nouvelles méta-analyses sont sorties ces toutes dernières années, entre 2024 et aujourd'hui. Il est donc temps de rouvrir le dossier. Exactement, de réexaminer les preuves et de voir si le verdict a changé. Notre mission est donc de jouer un peu les détectives. On va plonger dans ces nouvelles données pour séparer les faits des mythes, quoi. L'accusé, c'est le jeu vidéo. Les preuves, ce sont les études scientifiques. Et on va voir ensemble que l'affaire est bien plus complexe qu'un simple titre de journal. Pour mener cette enquête, nous sommes les Mordus. Je suis Léa. Et moi, Michel. Alors, pour commencer, il faut quand même se rappeler que ce débat, il n'est pas nouveau. Ah non, pas du tout. Pour bien comprendre, faut se souvenir que ce n'est pas la première fois que le divertissement est sur le banc des accusés. Avant les jeux vidéo, c'était le rock'n'roll, avant ça, les comics. Et même le roman à une époque. Chaque nouveau média a droit à sa panique morale. C'est vrai, je me souviens de la controverse autour de Mortal Kombat dans les années 90. C'est allé jusqu'au Sénat américain. Ou encore Doom, qui a été directement accusé après la tragédie de Columbine. C'est un réflexe quasi pavlovien. Un drame survient, et hop, on cherche une explication simple, un coupable évident. Et le jeu vidéo, avec son côté interactif, est le candidat idéal. C'est un bouc émissaire parfait. Ça permet d'éviter de se poser des questions bien plus dérangeantes sur notre société. L'accès aux armes, la santé mentale, les inégalités. C'est plus facile de blâmer Call of Duty que de s'attaquer à tout ça, en fait. Voilà. Mais l'argument de base des défenseurs du jeu vidéo a toujours été le même. C'est de la fiction. Un jeu, même réaliste, reste un univers clos avec ses propres règles. Tout à fait. Mais on pourrait objecter que, contrairement à un film de Tarantino où on est spectateur, dans un jeu, on est l'acteur de la violence. Est-ce que ça ne change pas tout? C'est la question centrale. Et c'est précisément ce que les scientifiques tentent de mesurer. La différence entre être témoin passif et être celui qui appuie sur la gâchette virtuelle. Et alors? Même en étant l'acteur, le cadre reste celui de la fiction. Le jeu propose un objectif, un défi. Aucun jeu ne dit « maintenant, va faire ça dans la rue ». D'accord, le contrat tacite, c'est que ça reste dans l'écran. La vraie question, c'est est-ce que ce contrat est parfois brisé? Est-ce qu'il y a des fuites de l'agressivité virtuelle vers le monde réel? Ok, le décor est planté, alors qu'est-ce qui a changé? Quelles sont ces nouvelles preuves qui pourraient enfin clore le dossier? Alors si on ouvre le dossier des preuves, la première chose qui frappe, c'est qu'elles sont massivement contradictoires. Ah, ça commence bien. D'un côté, on a des études très solides qui semblent complètement disculper les jeux vidéo, par exemple une méta-analyse majeure de 2024, publiée dans Science Direct. D'accord. Elle a suivi plus de 3000 adolescents en République tchèque sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle une étude longitudinale, c'est le top en la matière. C'est-à-dire qu'on ne les a pas juste testés une fois en labo, on les a suivis dans leur vie sur le long terme. Précisément. Et la conclusion, elle est sans appel. Les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve qu'un jeune devenait plus agressif dans sa vie de tous les jours. Même après avoir beaucoup joué à des jeux violents? Même après une pratique intensive. Aucune augmentation des bagarres à l'école, de l'agressivité verbale, rien. Attends, mais ça, c'est énorme. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. Il y a d'autres études comme ça? Oui, et l'une autre, peut-être encore plus parlante, de la City University London. Leur approche est fascinante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber les laboratoires pour regarder des données du monde réel. Ils ont pris les dates de sortie des plus gros blockbusters du jeu vidéo, les GTA, les Call of Duty. Des moments où des millions de gens se ruent sur des jeux violents. Exactement. Et ils ont comparé ça avec les statistiques officielles de la criminalité violente aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et alors? Le résultat? Zéro. Aucun pic de violence, d'agression ou de crime observé dans les jours ou les semaines qui ont suivi. C'est fou, ça. Si les jeux violents provoquaient la violence, on devrait logiquement voir une augmentation, même minime. Mais là, c'est le calme plat. Je suis en train de réaliser. Si les sorties des plus gros jeux violents de l'histoire n'ont aucun impact mesurable sur les stats de la criminalité, c'est peut-être l'argument le plus puissant qu'on ait entendu. C'est un argument de poids, oui. Mais pour être un enquêteur impartial, il faut aussi regarder les preuves à charge. Ah, parce qu'il y en a quand même. Il y en a. D'autres études trouvent bel et bien un lien, même s'il est souvent faible et très spécifique. Par exemple, une recherche a montré une légère augmentation de l'agressivité, mais uniquement dans des contextes sociaux particuliers. C'est-à-dire? Un effet de groupe entre amis qui jouent ensemble. L'agressivité pouvait en quelque sorte se propager temporairement au sein du cercle. D'accord.
Et on a aussi cette fameuse méta-analyse de la revue PNAS de 2018. Elle est toujours citée par les détracteurs, celle-là. Elle a compilé les données de 17 000 participants et elle conclut à un lien. Elle conclut à un lien, oui. Mais c'est là qu'il faut lire les petites lignes. Les chercheurs eux-mêmes qualifient l'effet de petit. Petit, c'est-à-dire? Le coefficient de corrélation est de 0,106. Pour donner un ordre d'idée, c'est un effet statistique du même ordre que celui du calcium sur la perte de poids. Ah oui, donc c'est négligeable. Ça existe mathématiquement, mais c'est tellement minuscule que c'est quasi indétectable dans la vie de tous les jours. Et surtout, cet effet varie énormément selon l'âge, la culture, ce qui suggère que le jeu n'est pas le facteur principal. Donc on se retrouve avec des études qui disent aucun effet et d'autres qui disent un effet minuscule et variable. Ça commence à ressembler à une enquête où les témoins se contredisent, quoi. On met le doigt sur le cœur du problème. La façon de recueillir les preuves est problématique. C'est exactement ça. La raison de ces contradictions, c'est que la plupart des études, d'un côté comme de l'autre, ont des failles méthodologiques importantes. D'accord, alors explique-nous ça simplement. C'est quoi les problèmes, Phil? Prenons d'abord les études qui concluent à aucun effet. Une analyse de 2025, parue dans la revue Aggressive Behavior, a montré que beaucoup d'entre elles commettent une erreur statistique. Laquelle? Elles contrôlent l'agressivité de base du participant. En gros, elles mesurent le niveau d'agressivité de quelqu'un avant l'expérience pour l'enlever du calcul final. Ça paraît logique, non? On veut mesurer l'augmentation, pas le niveau de base. Sauf que c'est un peu comme vouloir mesurer l'effet du sucre sur l'hyperactivité en ne sélectionnant que des enfants qui sont déjà très calmes. On fausse le résultat dès le départ. Ah, je vois. En voulant être trop précis, on finit par ne plus rien mesurer du tout. Voilà. D'accord, donc une partie des preuves à décharge serait potentiellement invalide. Et pour les preuves à charge alors? Celles qui trouvent un lien. Là, le problème est souvent encore plus flagrant. Il est dans la définition même de l'agressivité. Comment ça? Dans ces études en labo, on ne mesure pas de vrais actes violents, évidemment. On utilise des proxys, des indicateurs, et certains sont, comment dire, discutables. Par exemple? Par exemple, on mesure la rapidité à laquelle un participant associe des mots neutres à des mots violents, ou alors le test classique, on dit au participant qu'il peut envoyer un son très désagréable dans le casque d'un autre participant. Qui en réalité n'existe pas. Qui n'existe pas, oui. Et on mesure la durée et le volume qu'il choisit. Attends, donc, l'agressivité mesurée en science, c'est parfois juste de choisir le mot frapper plus vite que le mot marcher. Ou d'envoyer un bruit strident à une personne imaginaire. C'est souvent ça, oui. Mais comment peut-on sérieusement faire un lien entre ça et une agression dans le monde réel? C'est toute la question. Et c'est là qu'on doit parler du piège classique, la différence entre corrélation et causalité. Ce n'est pas parce que deux choses se produisent en même temps que l'une est la cause de l'autre. Exactement. L'exemple typique, c'est qu'en été, les ventes de glace et le nombre de noyades augmentent en même temps. C'est une corrélation parfaite. Mais ça ne veut pas dire que manger des glaces provoque la noyade. Voilà. Il y a un troisième facteur caché, le soleil, la chaleur. Et pour les jeux vidéo, ce serait pareil? Il pourrait y avoir un troisième facteur? Peut-être que des personnes déjà enclines à l'agressivité ou à l'isolement sont plus attirées par ce type de jeu et non l'inverse. La plupart des études peinent à démêler cette causalité. D'accord. Alors si on fait le tri, les preuves sont contradictoires, souvent faussées. Après avoir tout passé au crible, quel est le consensus scientifique en 2026? C'est quoi le verdict? Le consensus est nuancé, mais il est clair. Oui, il existe une corrélation statistique, à court terme et de faible intensité, entre la pratique de jeux vidéo violents et certains marqueurs d'agressivité mesurés en laboratoire. Mais, et j'imagine qu'il y a un grand mais, Un très grand mais. Ces effets de laboratoire sont petits. Ils dépendent énormément du contexte personnel de l'individu et, point le plus crucial, oui. d'agressions physiques dans le monde réel. Les données de terrain, comme l'étude sur les sorties de jeu, pointent même dans la direction opposée. Donc, en résumé, jouer un jeu de tir peut peut-être nous rendre un peu plus irritables pendant 1 heure, mais ça ne fait pas de nous un criminel en puissance. C'est exactement ça. Une revue de toute la littérature scientifique, publiée en 2024, le formule très bien. Elle conclut, et je cite, « Les vrais prédicteurs de la violence dans la société sont les traumatismes enfantins, la pauvreté, l'accès aux armes et les problèmes de santé mentale. Les jeux vidéo, au mieux, jouent un rôle marginal. » C'est la fameuse image. Pointer du doigt les jeux vidéo, c'est regarder le doigt quand la lune est ailleurs. On se focalise sur un facteur minuscule pour éviter de parler des vrais problèmes. Tout à fait. Pourtant, il y a bien un domaine où tout le monde s'accorde. Chercheurs, parents et même l'industrie du jeu. La protection des plus jeunes. Absolument. Toute cette discussion sur les adultes ou les grands ados ne s'applique pas forcément aux enfants.
Leur cerveau est en plein développement, leur capacité à faire la part des choses entre fiction et réalité n'est pas la même, c'est évident. Et c'est précisément pour ça que les classifications PJ existent. Ce n'est pas une décoration sur la boîte. Un PJ-18 sur un GTA, ça signifie violence graphique, langage cru. Ce n'est pas pour un enfant de 10 ans. Et un PJ-16 pour Call of Duty, pour la violence réaliste, un PJ-12 pour Fortnite et sa violence cartoon. Ce sont des repères essentiels. Tout à fait. Il y a une étude espagnole de 2024 qui est très éclairante là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a montré qu'un comportement agressif d'un ado envers ses parents n'était pas lié au type de jeu, violent ou non, Ah bon? mais à deux autres facteurs combinés, une utilisation pathologique, c'est-à-dire une addiction, et une mentalité qui justifie la violence. Ce qui est une conclusion fondamentale. Ce n'est pas le média lui-même qui est le problème, c'est le rapport aux médias. Exactement. Passer 12 heures par jour sur n'importe quoi, que ce soit Fortnite ou les échecs en ligne, en négligeant l'école et les amis, est un signe de mal-être. Le jeu n'est alors qu'un symptôme, pas la cause du problème. Voilà, la clé c'est l'encadrement, pas l'interdiction. Les conseils relèvent donc du bon sens. Respecter les HPG, parler avec ses enfants, surveiller le temps de jeu. Et puis, il y a tout ce dont on ne parle jamais dans ce débat. On a passé tout ce temps à défendre le jeu vidéo contre des accusations. Et si en réalité, il n'était pas seulement inoffensif, mais bénéfique? Ah, c'est le grand non-dit de toute cette affaire. On oublie systématiquement de mentionner que même les jeux dits violents sont des exercices cérébraux extrêmement complexes. La liste des bienfaits est documentée scientifiquement, et elle est impressionnante. Amélioration des réflexes, de la vision. De la capacité à suivre plusieurs objets en mouvement, oui. La résolution de problèmes complexes, la planification stratégique, Dans les jeux multi, c'est la communication, la collaboration sous pression, le leadership. et même la coordination œil-main. On cite souvent cette étude qui a montré que les chirurgiens qui jouaient aux jeux vidéo faisaient moins d'erreurs en chirurgie laparoscopique. C'est quand même incroyable. Il y a aussi une étude de 2025 qui a monté un autre mythe, celui de la frustration. L'idée reçue, c'est qu'un jeu difficile va frustrer le joueur, qui va décharger sa colère dans la vraie vie. Et ce n'est pas le cas. L'étude a montré qu'il n'y a aucune corrélation. On peut s'acharner sur un boss difficile sans devenir une menace pour la société. Heureusement d'ailleurs. Alors, au terme de cette enquête, si on doit rendre notre verdict final, mise à jour pour 2026, chez les mordus, que dirions-nous? Le verdict est clair. L'accusé est relaxé au bénéfice du doute et même largement innocenté des charges les plus graves. Le lien de cause à effet direct entre jeux vidéo violents et violences criminelles reste non prouvé. Point. Les études qui trouvent un lien montrent des effets faibles à court terme et mesurés dans des conditions de laboratoire qui ne reflètent pas la réalité. Les vraies causes de la violence sont à chercher ailleurs, dans des facteurs sociaux, économiques et psychologiques bien plus profonds. Diaboliser le gaming est une impasse. Les jeux vidéo ne créent pas de monstres. En revanche, une pratique addictive, une absence de dialogue et un mauvais encadrement familial, surtout pour les plus jeunes, peuvent être des indicateurs de problèmes. Avec plus de 3 milliards de joueurs dans le monde, de Kinshasa à Montréal, le gaming est une des cultures les plus importantes de notre époque. Il serait temps d'arrêter de le traiter comme un problème. Et de commencer à le voir pour ce qu'il est, un loisir complexe, un sport, un art et un formidable outil de socialisation. Voilà pour cette analyse. On espère qu'elle a permis d'éclaircir les choses et qu'elle fournira des arguments solides la prochaine fois que ce vieux débat refera surface. La clé, comme toujours, ce n'est pas la censure, mais l'éducation et le dialogue. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion. À la prochaine!